Donc Baptiste Maître, je suis très content d'organiser cette demi-journée ici pour vous présenter un peu les résultats. Ça fait un moment qu'on travaille avec Guillaume et quand on s'est rencontrés il y a 5-6 ans maintenant, peut-être un peu plus, on avait déjà le projet de faire cette salle et du coup on est très heureux de pouvoir enfin inaugurer la salle avec une journée de formation, ou de présentation en tout cas des résultats. Et comme on a mis en place beaucoup d'essais depuis quelques années avec Guillaume, c'était l'occasion de présenter et de vous faire des retours sur ce qu'on a pu voir, mesurer et les choses qui nous semblent intéressantes. Donc voilà. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un point un peu agronomie et bien comprendre la vision qu'on a mis en place et les stratégies qu'on a développées. Et puis, dans un second temps, il y aura toute une présentation de résultats. Donc, Guillaume présentera sa ferme après que je me sois présenté. Et après, on interagira avec Sylvain. On a la chance d'avoir Sylvain qui a fait le chemin jusqu'en Picardie pour venir nous voir et nous éclairer sur certains points, notamment sur l'azote. Donc voilà vraiment l'objectif de la demi-journée et comment est-ce qu'on va articuler le programme. Donc moi, Baptiste Maître, mon père dit souvent, quand il me présentait à ses copains, Baptiste élevé à la pomme de terre parce que j'étais un peu plus costaud que lui et du coup, c'était une façon d'introduire le sujet, mais je suis pas issu d'une région de pommes de terre. Moi, je suis originaire de Poitiers et donc la pomme de terre, je la connaissais juste ce que mon grand-père faisait dans son jardin. Et quand j'ai rencontré Guillaume, c'est vrai que j'ai vu un peu la dimension et comment est-ce qu'on pouvait cultiver la pomme de terre. La façon de travailler ensemble n'était pas spécialement, c'était pas gagné. Enfin, moi j'étais fan des vers de terre, Guillaume producteur de pommes de terre, donc ça aurait pu, on aurait pu arriver à un divorce et finalement on est toujours à collaborer ensemble. Mais pas paxé non plus. Pour l'anecdote, quand Guillaume m'appelle, ma compagne dit « Ah, c'est ton amant qui t'appelle ?» Mais ça reste très professionnel, je vous rassure. Donc moi, j'ai créé une société qui s'appelle Vers des sols vivants. J'ai vraiment quatre axes dans mon travail. Donc j'ai une partie formation, donc j'ai un parcours un peu classique jusqu'au BTS. Après, j'ai fait une licence à Amiens et c'est comme ça que je suis arrivé dans la région. Et c'est vrai que maintenant, je me sens plus Picard que Poitevin, mais ça c'est pour la petite anecdote. Donc je fais de la formation sur tout ce qui est potentiel d'oxydoréduction, tout ce qui est réduction d'IFT, parce qu'en BTS les phytos ça passait pas, j'arrivais pas à m'imprégner du sujet, donc du coup j'ai vraiment eu une démarche dans mon parcours à faire de l'agronomie, travailler sur la partie couverts végétaux, réduction du travail du sol, et ensuite tous les leviers qu'on peut mettre en place pour accompagner la plante, la mettre dans un état de bonne santé, et puis quand ça craque, avoir l'assurance de la chimie pour venir nous aider à la fin. Donc ça, c'est vraiment le premier axe de mon travail. Ensuite, je fais de l'accompagnement technique, donc j'anime des groupes et je fais du suivi individuel avec des différents producteurs sur toutes ces stratégies qu'on met en place et toutes ces démarches. Et puis après, je fais du suivi d'expérimentation et donc là, il y a pas mal d'essais que Guillaume met en place et que je viens accompagner. Ça fait un peu le garde-fou et de se dire, on met des choses en place, mais c'est vrai que dans 80% des situations, on n'arrive pas à aller au bout parce qu'il manque quelqu'un, on est pris dans la récolte et du coup, on capitalise pas sur ce qu'on peut voir. Et puis je vous ai dit 4, la dernière activité, c'est que je conduis aussi une benne chez Guillaume pour la moisson et pour les pommes de terre. Donc le fait d'être là, ça permet aussi d'avoir attention, là il y a un essai, il faut qu'on pense à le récolter. C'est un vrai garde-fou, il est en permanence en fait, il n'y a rien qui peut passer à côté. Le matin, si j'ai pas mis mes lacets, c'est pareil, une horreur. Et donc du coup, ça permet vraiment d'avoir aussi cette vision. Et moi, j'ai à cœur de garder les pieds sur le terrain. Et donc du coup, je monte en compétence parce que au début, je conduisais une benne, maintenant je défane et je déchaume un peu quand il faut préparer pour les céréales. Donc voilà un peu sur la présentation et sur mon activité. Sylvain, je te laisse te présenter et comme ça, vous aurez vu un peu tout le monde et puis Guillaume se présentera et enchaînera sur son exploitation. Je m'appelle Sylvain Trommenschlager. On fait de la formation et du suivi et je travaille aussi pour Oligo Plus. On fait de l'accompagnement et de la formation, essentiellement de la formation et du suivi sur un peu toute la France et sur tous les thèmes qu'on aborde un peu spécifiquement, c'est-à-dire sur la lecture notamment de la bioindication et sur des travaux, on part sur l'axiome de base de dire que quand une plante est malade, c'est qu'il y a un dérèglement. Et c'est ce qui motive nos travaux. C'est pour la partie sur la partie des herbages, c'est par exemple quand une herbe devient invasive, c'est qu'il y a un dérèglement au niveau du sol.
Quand un insecte devient invasif lui aussi ou colonise fortement, c'est qu'il y a un dérèglement alimentaire. Et on essaye d'interagir autour de tout cela et d'essayer d'avoir un regard un peu différent et complémentaire de différents collègues. Et puis, personnellement, je milite un peu pour le rapprochement de tous les conseillers indépendants pour essayer d'avoir du travail. Et puis, les échanges sont toujours incroyables, ce qui fait que forcément, on a croisé nos chemins, on a des débats intéressants. Et puis, ça permet aussi de mettre en opposition tous les points de vue quand on est on n'a pas la même lecture de l'agronomie. Et en fait, quand deux gars qui n'ont pas le même angle de vue, leurs travaux ont une intersection. Et puis si on est 3, et puis peut-être 5, 6, 7 demain, c'est qu'on se rapproche de la vérité. Donc voilà. Et puis c'est vrai que initialement on fait partie de. Moi je fais encore. Je commence à vieillir. Je me rapproche des 50 ans. Je suis né dans les phytos professionnellement et je veux dire sociétalement. On est nés tous là grâce à la pétrochimie. C'est tellement facile de tirer dessus les phytos, mais ils nous ont tous amenés ici. Et au niveau de technicité et au niveau de vie dans lequel on rayonne. Et aujourd'hui, apprendre à se séparer des phytos contraints et forcés, et c'est pas un mouvement, c'est pas un mouvement idéologique, c'est une évolution sociétale. Ça demande de bien connaître les phytos et surtout d'être conscient de ce que ça fait de bien. C'est exactement comme le semi-direct. Faut pas être anti-charrue, faut plutôt voir tout ce que la charrue a amené à l'humanité, parce que c'est exactement le terme. C'est une révolution civilisationnelle, la charrue, et s'appuyer de tout ce qu'elle nous a apporté pour faire performer un autre système. Je sais que c'est très en vogue sociétalement de faire de l'anti. En France, on est souvent anti. On est anti-éolien, anti-nucléaire, anti. Et là, il faut quand même, en agriculture professionnellement, sur cet angle de vue, bien regarder tout ce qui a été apporté pour évoluer derrière, que ce soit au travers des macérations, des nouvelles applications, de l'approche technique qu'on peut tous avoir ensemble. Voilà, c'est un peu ce qui nous anime et comment on travaille d'un point de vue technique sur cette approche-là, et puis sur les travaux qui nous ont amenés ici. Voilà. Merci Sylvain. On est chez Guillaume, donc l'idée c'était qu'il présente un peu sa ferme, et moi c'est vrai que dans mon approche j'aime bien comprendre un peu d'où viennent les choses. Je remonte souvent à la source, je pense souvent à l'image de la limace, ou de se dire la limace est là, mais qu'est-ce qu'elle nous enseigne et qu'est-ce qu'elle vient nous indiquer comme dysfonctionnement. Et donc j'avais demandé à Guillaume de faire éventuellement un rétro. Comparaison à la limace. J'ai pas dit que... Vous l'avez pas encore fait celle-là. Il est particulier, ce garde-fou. Et donc l'idée c'est de comprendre un peu Guillaume comment il a les déclics qu'il a eu sur son exploitation et qu'est-ce qui a fait qu'il a mis en place le système qu'il a aujourd'hui, qui est toujours en perpétuelle évolution, mais c'est intéressant d'avoir son approche. Ce qui nous a fait réaliser, donc on fait des pommes de terre beaucoup, c'est ce qui nous anime pas mal. Certains sont allés les voir pour ça. Et donc on fait des pommes de terre chez nous. Donc chez nous, chez mon associé, chez Justin, copains avec qui on travaille beaucoup, chez Brunel qui sont là aussi, enfin bref, et ailleurs. Et du coup, en fait, on a des réactions différentes selon les parcelles. Et on voyait bien, donc c'était 2012, 13 par là, on commençait à avoir des problèmes de prise en masse et on cherchait déjà à faire des couverts, etc. Donc le point de départ c'était là, et on a dû découvrir l'agriculture de conservation des sols en traînant sur Internet, je crois en 2014. Et ça, par exemple, c'est une photo que Baptiste a prise qui doit dater de 2014. Ouais. Non, c'est ça. Ouais. C'est le premier. Donc voilà, c'était un couvert probablement moutarde quelque chose qu'on avait brûlé au Roundup au mois de janvier, et puis on est allé directement avec fraise planteuse. Ça, c'était les débuts. Moi, je suis associé avec Pierre Lefebvre. On a chacun notre structure, mais on partage pertes et profits. Avec qui donc on a un assolement en commun. Et ensuite, on est très intégré aussi avec Justin qui est là. Pierre est dans les champs, il travaille lui. Et donc du coup, on est sur plusieurs sites. Il y a un rayon 25 km. Moi, j'ai 2 sites distants de 15. Pierre, il a 7 km d'ici. Et puis Justin, il en a un roi. Ouais, donc c'est ça. Donc on est quand même amené à faire pas mal de routes. Et on a pas mal de sols différents. On a principalement des limons, mais aussi des biais facilex, et puis un petit peu de craie, pour savoir aussi que c'est pas partout tout beau. Donc la particularité, c'est qu'on a tout le matériel en commun.
En fait, on avait dû mettre un copropriété d'abord et à force, ça nous a paru plus simple de faire une CUMA intégrale. Et puis c'est aussi ce qui nous a permis d'acheter et de revendre plein de matériel, vous savez, pour faire de l'agriculture conservation des sols, parce qu'on se trompe. Donc on a fait un peu de négoce. Mais voilà, en tout cas, la CUMA nous a bien aidé, enfin le fait d'être plusieurs à avancer. D'abord pour progresser, et puis quand on prend des gadins, c'est quand même bien d'avoir des gars qui vous remontent le moral. Puis quand on est un peu trop énervé, c'est bien d'en avoir un peu plus calme aussi qui vous freine. L'assolement, il est classique de la région, avec pas mal d'irrigation. On fait moins de légumes qu'avant, on a un peu levé le pied, parce qu'on estimait que c'était pas forcément rémunéré en conséquence. L'année dernière, ils se sont un peu énervés, et surtout, ça faisait beaucoup d'irrigation. Et l'irrigation sur les sols, on peut faire beaucoup de choses, mais l'irrigation, c'est quand même du tassement, quoi. Faut pas se leurrer. Donc en 2019, on a créé un groupe de paysans pour échanger sur ces pratiques-là et avancer. Donc pour pas être juste à trois entre nous. Le principe, on se voit, on fait un tour de plaine par mois, entre 9 et 12 mois sur 12. Il y en a certains qui sautent en fonction du boulot. C'est vrai que la dimension d'échange, elle est vraiment importante pour. On est souvent isolé dans nos situations et du coup, le fait de pouvoir échanger avec d'autres voisins, se confronter aux mêmes problématiques, c'est vraiment une dimension importante pour avancer, pour échanger et pour se rassurer aussi. 2-3 jours par an, on part tous ensemble dans une autre région. Ouais, mais c'est en Angleterre. Et pour s'inspirer chez d'autres paysans. Et la première année, c'était chez vous. Voilà. Donc voilà. Et donc on met en place des échelles. C'est chez nous et c'est Baptiste qui les suit. Parce que les mettre en place et avoir des idées, on les a toujours. Mais par contre, arrive à la récolte, s'il y a personne pour suivre le truc, on a fait des essais, mais on sait pas ce que ça fait, quoi. Oui, ça c'était une diapo. C'est pour rappeler qu'en 2018, dans le groupe, on a tous commencé une formation avec les Allemands, une formation de 7 jours sur l'agriculture régénérative, qui nous a permis d'apprendre un tas de choses, notamment, nous, ce qui retient le plus et qui est resté chez nous, en tout cas très ancré, c'est le compostage de surface pour détruire les couverts. Et ça, c'est un exemple de compostage de surface. En fait, c'est vraiment un élément qui a été intéressant et déterminant parce qu'il y avait la stratégie de couvrir les sols notamment sur la culture de la pomme de terre, mais on était toujours contraint de le détruire au mois de février de manière chimique. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir fait cette formation et d'avoir découvert cette technique, parce que moi je dis qu'on se constitue une boîte à outils et on rajoute toujours des outils, et là c'est un outil parmi tant d'autres, mais ça permettait vraiment d'allonger le temps de couverture. Et c'est vrai que le couvert végétal, on le fait toujours un peu de façon contrainte au début, de contrainte et forcée, et du coup c'était de dire comment est-ce que je peux l'optimiser, et plus je vais avoir des racines vivantes tout le long de l'hiver, plus je vais avoir des plantes qui vont m'aider à structurer mon sol. Et donc là ça permet vraiment d'allonger jusqu'à 15 jours avant la plantation, on sait garder les couverts, les détruire en un passage et pas avoir recours à la chimie, c'était aussi un des objectifs que vous aviez. Là. Donc c'est semer entre fin septembre et 15 octobre ou même parfois début novembre, ça dépend des années, quoi. Systématiquement, il y a un couvert vivant donc jusque 10-15 jours avant, et c'est envisageable que si on fait du compostage de surface avec des ferments, quoi. Voilà. En fait, dès qu'on vient travailler le sol, on vient oxyder le milieu, et donc c'est qu'est-ce qu'on a dans notre boîte à outils pour rééquilibrer le sol. Et c'est vrai que les ferments lactiques, c'est un élément important. Donc je vous ai juste remis une petite diapositive juste pour vous expliquer un peu la croix du redox. Et en fait, pour moi, c'est un peu la colonne vertébrale. Ça permet vraiment d'expliquer des choses. Donc on connaît bien le pH, et notamment quand on se place dans le sol, les échanges. On sait que le phosphore, il est disponible à tel pH et toute cette dimension-là. Mais en fait, des fois, ça se passe pas comme on a prévu. Et on a des dysfonctionnements, et en fait il faut rajouter la dimension redox, et donc l'oxydoréduction, ça nous permet de prendre un peu de recul, de hauteur, et de mieux comprendre. Et c'est un élément que je vais présenter régulièrement parce que je l'utilise beaucoup dans les essais pour mesurer, pour comparer, dire là on a fait telle stratégie, là telle stratégie, est-ce qu'on voit une incidence, et on va voir qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence, notamment sur les micro-organismes, toutes les maladies, tous les insectes. On sait que il se développe à un niveau particulier de pH et d'oxydoréduction. Et donc, du coup, si on sait mesurer que la plante, elle est en dehors de ces zones d'appétence, la plante va pouvoir se développer et interagir. Et donc, du coup, un élément important à retenir dans la croix du redox, c'est dès qu'on a une plante qui pousse, qui fait de la photosynthèse, donc qui dit photosynthèse dit protéosynthèse et liposynthèse.
et ben à chaque fois, ça nous amène vers un milieu acide réduit. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que dans le fonctionnement de la plante et notamment dans les équilibres et donc dans le positionnement des différentes stratégies qu'on va pouvoir mettre en place, bah, quoi qu'on fasse, dès qu'il y a de la photosynthèse, on revient vers un milieu acide réduit. Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête, de pouvoir comprendre le fonctionnement. Et ça va être un peu la colonne vertébrale de la présentation. Donc là, je vous ai juste promis qu'on connaissait bien ce diagramme-là. Donc là, normalement, on se dit que tout se passe bien. Si je suis à pH 7,5, enfin, entre 6,5 et 7,5, tout se passe bien. C'est ça, Sylvain, normalement, les interactions et les échanges se passent bien. Et en fait, on se rend compte, par exemple, pour le cas du fer, il est plutôt soluble à partir de pH 6. Et donc, si on fait une mesure et qu'on est à pH 4,5, on se dit que normalement, ça devrait bien se passer. Et en fait, des travaux récents en 1945 de Monsieur Pourbet sur la thermodynamique des solutions aqueuses avaient mis en évidence que le fer, certes, il est soluble à 4,5, mais si on est à 400 millivolts. Donc si on est à 600 millivolts, et c'est souvent le cas quand on fait des mesures au niveau du sol, comme on a des sols qui ont plutôt tendance à être oxydés par les pratiques qu'on a de travail du sol, les engrais permettent aussi d'oxyder le milieu, et du coup on se retrouve à avoir des carences en fer alors qu'on se dit normalement je suis à un sol à un pH 4,5, je devrais avoir le fer qui est disponible. Donc d'avoir la dimension d'oxydoréduction, ça permet de mieux comprendre un peu les interactions. Et donc le redox, l'avantage c'est qu'on peut le mesurer un peu partout. Donc il y a un niveau redox dans le sol, qui va avoir une incidence sur la nutrition des cultures. On peut mesurer un niveau redox dans la plante. Le niveau redox du sol, il va avoir une influence sur le niveau redox de la plante. Mais le plus important, c'est que la plante va aussi avoir une interaction sur le sol. Et j'ai souvent la comparaison, on sait faire des plantes sans sol, c'est la culture en hydroponie, mais on ne sait pas faire un sol sans plante. Et donc le sol, il appelle toujours des plantes pour pousser. Et on a négligé, je pense, le pouvoir de la plante. Et c'est là où le travail sur les couverts végétaux est vraiment important parce qu'il nous permet d'agir sur le sol. Et donc la plante peut aussi être un levier intéressant pour rééquilibrer le sol. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il faut toujours des plantes vivantes qui poussent. Et plus on va les stimuler, et je pense que les couverts végétaux, il y a peut-être aussi des stratégies qu'on n'a pas. Pour l'instant, on sème et puis on laisse la nature faire. Mais peut-être que si on venait les booster par des oligo-éléments, faut que ça reste économiquement viable. Mais il y aurait peut-être des interactions encore plus puissantes. On a fait du travail notamment avec des extraits d'ortie et de consoude. Et quand on regarde l'impact que ça a sur la capacité d'exudation de la plante, ça la décuple et on a vraiment un sol qui se restructure beaucoup plus que si on laisse la plante pousser comme ça de manière solitaire. Et donc du coup, le niveau redox de la plante va avoir une incidence sur l'appétence des insectes et des maladies. Et en fait, Pasteur avait dit, au début, il pensait que c'était vraiment le virus qui avait un impact, et à la fin de sa vie, il a dit le virus n'est rien, le terrain est tout. Et en gros, ça veut dire que plus le terrain va être... En fait, la plante, elle tombe pas malade parce qu'il y a l'insecte ou la maladie. L'insecte ou la maladie est là, mais il colonise le milieu si le terrain est favorable à son développement. Et en fait, chaque insecte, chaque maladie a un niveau de pH et d'oxydoréduction qui fait que ça se développe ou pas. Et donc, dès qu'on sort de ce milieu, dès qu'on sort de ce milieu, l'insecte va pouvoir se développer ou pas. Et donc, en fait, il y a vraiment sur la plante la guerre du redox. Enfin, je dis guerre, mais c'est... la plante va chercher à s'oxyder ou à se réduire, et l'insecte va essayer de contourner et aussi de s'oxyder ou se réduire pour maintenir le milieu dans des conditions qui lui sont favorables le plus longtemps possible. Et donc toutes nos pratiques vont avoir une influence sur le redox du sol, sur le redox de la plante et sur la partie nutrition. Et c'est la partie nutrition qui va nous intéresser aujourd'hui. On pourrait faire le même amalgame sur les animaux. André Boivin, il avait mis en évidence, il avait écrit un livre qui s'appelait Sol, herbe, cancer. Il avait déjà mis en évidence la santé du sol, la santé de l'herbe et la santé de l'animal. Et tout ça, c'est lié, et c'est les principes de santé unique de la bioélectronique de Louis-Claude Vincent qui avait écrit ça en 48. Donc vous voyez que c'est... Pour l'instant, je suis resté dans les années 45, dans les publications que je vous présente. Donc on a tout le savoir, mais après, faut l'adapter dans nos conditions. Et donc ça donne des pommes de terre en bonne santé, parce que c'est quand même le sujet qui nous intéresse aussi, mais aujourd'hui. Quand on fait une analyse de sol, on a une vision à un instant T, mais il faut bien imaginer que tout ça c'est dynamique dans le temps. Et le redox c'est pareil. Et en fait il y a des grosses variations. On a mesuré qu'on pouvait
le redox du sol, il pouvait bouger de 700 millivolts en 3 jours. Si on a un sol qui est sec, il tombe à un orage, bah le sol va tout de suite, le niveau redox du sol va forcément bouger. Et donc, ce qu'on cherche à faire, et c'est toute la stratégie qui a été mise en place chez Guillaume, c'est de créer des tampons. Donc, par la matière organique, par les micro-organismes, par la structure du sol, on va avoir tout un tas de leviers qui vont nous permettre d'avoir une longue période où la plante elle est dans un milieu favorable. En gros, le sol, il faudrait qu'il soit autour de 400 millivolts quand on le mesure. Et donc, plus il va rester longtemps à une période qui est stable, plus la plante elle va pouvoir se consacrer à son développement et à sa croissance. Sinon, elle va être obligée d'investir des produits de sa photosynthèse dans le milieu pour pouvoir le rééquilibrer. Et donc, quand elle cherche à rééquilibrer le milieu, c'est autant de temps qu'elle n'a pas disponible pour pouvoir faire de la croissance et développer son système immunitaire. Et donc, quand elle est dans cette situation, c'est ce que j'étais en train de dire, la plante, elle a différents moyens et elle est capable d'acidifier le milieu, de le modifier. Donc, mais par contre, quand elle fait ça, déjà, il faut qu'elle ait de l'énergie. Et une fois qu'elle a de l'énergie, bah, ça veut dire que c'est de l'énergie qu'elle passe pour faire évoluer le milieu. Mais on est capable de mesurer qu'une racine de févrole, elle peut descendre le pH à 3,5 et elle sait beaucoup mieux modifier le milieu pour aller chercher les éléments dont elle a besoin ou créer les interactions dont elle a besoin. Elle va pas forcément aller chercher à solubiliser des éléments, mais elle va créer des conditions favorables aux meilleurs micro-organismes qui peut aller lui chercher du phosphore, du potassium ou tout un tas d'autres éléments. Donc c'est intéressant d'avoir ça en tête et de se dire que la plante, il y a vraiment un travail à faire sur booster la photosynthèse, son énergie, et ça va être un peu les éléments qu'on a cherché à mesurer et à développer. Et donc il y a vraiment une gamme optimum du sol. Et en fait, dès qu'on sort de cette zone, on a tout de suite des carences qui arrivent. Donc par exemple, dès qu'on est sur des pH un peu élevés, c'est pas rare dans le secteur de voir des pH à 8, 8,2, 8,4. Et tout de suite, on peut avoir des problématiques avec le manganèse, le fer, le phosphore. C'est des éléments qui peuvent être carencés. Donc là, ça nous donne un peu une vision globale de se dire, dès que je sors de la zone favorable, tout de suite, j'ai des problématiques qui peuvent arriver. Et ça peut nous donner des points de vigilance sur l'évolution et sur les interactions. Et ça rejoint un peu ce que tu fais sur ton approche nutritionnelle. Dès qu'on vient sortir un peu du cadre, ça... C'est-à-dire que où moi j'ai un angle de vue différent, et ce qui a permis de nous rencontrer, c'est des choses sur lesquelles j'insiste. C'est pour vous montrer l'intérêt d'avoir toujours plein d'informations techniques, parfois des courants de pensée qui sont opposés, et c'est à vous d'en sortir le meilleur. C'est le principe même de ces raisonnements scientifiques hegeliens. Et moi je pars du principe, et ce qui nous a rapprochés, moi je pars du principe inverse. Un peu comme ça, quand on veut débattre, je dis mais on s'en fout un peu de ton redox, l'important c'est que la plante est déjà bouffée. Et en fait on dit la même chose, parce que si la plante, elle est carencée en un élément, premier mécanisme, elle va suroxyder pour aller extraire forcément ces éléments. Donc l'intérêt et l'équilibre de la fertie et du fonctionnement du sol se résume dans tout ça. Et effectivement, on en reparlera un peu après, sur l'expression des virus, notamment au sol, et des maladies telluriques. Ce qui nous intéresse aussi en pommes de terre, et ce qui nous inquiète beaucoup, c'est toujours ces apparitions de maladies. Elles n'apparaissent pas, elles sont là depuis la création, sauf qu'elles s'expriment. Et qu'est-ce qui fait qu'elles s'expriment? Les rhizoctones ne sont pas apparus comme ça. Hein. Les altises, les pucerons, ça fait pas 5 ans que les altises, elles ont été créées et mises en place pour les colzas. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, elles causent énormément de dégâts sur les colzas? Ça, c'est plus pertinent. Et c'est exactement la même chose. Hein. Vous allez avoir, et c'est normal, en tout cas, c'est ce qui fait le principe même de l'équilibre des sols et de travailler sur les redox. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, de nouvelles souches de rhizoctones, de nouveaux virus vont apparaître? Ça, c'est intéressant. Parce qu'ils existent, il n'y a pas de problème. On n'a rien inventé. Je dis toujours, un agronome ou un scientifique, il ne fait que lire la création. Il n'invente rien. C'est important d'avoir ce prisme et cette compréhension. Et du coup, un des travaux qui ont été vraiment, qui m'ont permis d'avancer et de mieux comprendre les choses, c'est les travaux d'un agronome américain qui s'appelle John Kempf. Et du coup, il a mis en évidence la pyramide de santé de la plante. Et vous voyez qu'on commence à arriver sur nos sujets de nutrition. Et en fait, il part du principe que il y a un gros travail à faire sur la photosynthèse. Et plus la photosynthèse va être optimisée, plus la plante va pouvoir commencer à se créer des systèmes immunitaires. Et donc, en fait, il part du principe que quand la photosynthèse elle est complète,
la plante, elle commence à mettre en place des mécanismes et notamment un système immunitaire. Et plus on va aller là, plus la plante va se protéger. Et quand on arrive en haut de la pyramide, bah, elle est capable de prévenir et de se prémunir de tous les ravageurs. Donc, qu'est-ce que la plante, elle fait quand elle fait de la photosynthèse? CO2 plus H2O, ça donne du sucre et de l'oxygène. Une façon de mesurer si la photosynthèse est complète, c'est de mesurer le taux de sucre dans la plante. Et donc avec Amandine qui était là, hein, dans la plupart des essais qu'on a mis jusqu'à l'année dernière, on mesurait régulièrement le taux de sucre pour voir en fonction des différents traitements lequel était le plus pertinent, notamment pour la photosynthèse. Et c'est un point sur lequel les Allemands pendant la formation avaient fortement insisté. Et donc, de quoi est-ce qu'elle se protège, la plante, quand elle fait de la photosynthèse? Elle se crée un système immunitaire pour se protéger de tous les ravageurs au niveau du sol. Donc ça veut dire que quand la photosynthèse est efficace, eh ben, elle a suffisamment de capacité à exuder dans le sol et donc du coup à stimuler la rhizosphère, donc toute la partie micro-organismes autour de sa racine, et donc de stimuler d'autres micro-organismes qui vont pouvoir lui permettre de se créer un barrage, un rempart et de créer des interactions et de se protéger au niveau du sol. Quand la photosynthèse est complète, la plante elle fait de la protéosynthèse. La protéosynthèse, c'est la capacité de la plante à transformer tout l'azote qu'elle a prélevé en acide aminé. Donc comment est-ce que je peux voir si la protéosynthèse elle fonctionne bien ou pas? Je pourrais utiliser des analyses de sève. Donc regarder l'azote dans la sève et du coup qu'est-ce que je voudrais trouver comme valeur dans l'analyse de sève? Je voudrais trouver le moins d'azote libre possible dans la sève. Ça veut dire que si la plante elle n'a pas beaucoup d'azote libre dans la sève, elle est capable de la transformer en acide aminé. Et donc du coup, qui dit acide aminé dit qu'elle a une paroi plus dure et donc moins facile à venir piquer pour les ravageurs et notamment les insectes piqueurs-suceurs. Donc quand la plante elle fait de la protéosynthèse, elle est capable de se constituer un système immunitaire et une protection contre les insectes piqueurs-suceurs. La paroi est plus dure et en plus les insectes piqueurs-suceurs, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont un système digestif très simple. Ils n'ont pas de pancréas. Donc, qui dit protéosynthèse dit qu'il y a eu de la photosynthèse avant. Donc, plus le taux de sucre est élevé dans la plante, moins la plante est appétante pour les pucerons. Parce qu'ils n'ont pas de système pour réguler leur taux de sucre. Donc s'il passe au-dessus et qu'il sent que la plante est sucrée, il va se dire attention, si mon taux de sucre augmente, je vais faire une cirrhose et ça va être néfaste et ça va me tuer d'une certaine façon. Nous on sait gérer le taux de sucre, mais eux ils savent pas le réguler. Donc du coup c'est pour ça qu'il y a des essais avec des microdoses de sucre pour créer un endroit inappétant pour les pucerons et qu'ils aillent voler sur une autre parcelle, une autre plante. Donc là on s'est protégé des ravageurs au niveau du sol, des insectes piqueurs-suceurs. Ensuite la plante elle fait de la liposynthèse. Donc, la liposynthèse c'est une couche lipidique qu'elle va mettre. Nous on la stocke dans notre ceinture abdominale. Et elle, à votre avis, où est-ce qu'elle met les lipides? Elle va les mettre en fait sur sa feuille, elle va créer un genre de cire, un genre de voile, et ça va permettre à la plante toutes les maladies vont pas pouvoir se développer parce que ça lui fait un film protecteur. On ne sait pas évoluer dans un bain d'huile ou dans un bain dans de la cire. Enfin, c'est vraiment néfaste. Et c'est un peu ce qu'on cherche à reproduire quand on fait des thés de compost. On cherche à saturer toute la partie phylosphère, donc tous les micro-organismes qui sont sur la feuille pour éviter que les ravageurs puissent venir se développer. Et donc toutes les approches qu'on peut avoir autour de la biostimulation, c'est un peu aussi ça, venir saturer la feuille pour que les ravageurs aient le moins de place possible. Le dernier rempart, c'est qu'elle elle sécrète des métabolites secondaires et donc là c'est tout un tas de molécules plus complexes, tout ce qui est tanin, toutes ces choses-là, et donc ça permet à la plante de se protéger des derniers ravageurs, notamment des dorifores qui ont un système digestif plus évolué et plus abouti. Et la chance qu'on a, c'est que tout ça c'est régulé, enfin en tout cas les 2 premiers étages c'est régulé par de la nutrition. Donc dès qu'on va travailler la nutrition, que ma plante va être bien pourvue en magnésium, fer, azote, phosphore et manganèse, déjà je vais optimiser la photosynthèse et ça c'est des éléments dont la plante elle a besoin. Et la protéosynthèse c'est magnésium, bore, soufre, manganèse. Donc tous ces éléments là vont être importants dans la phase de croissance pour aider la plante à avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir se développer. Et donc il y a un gros travail à faire. Et donc ça rejoint l'approche qu'on a avec Sylvain sur la partie nutrition et accompagnement de la plante et notamment de son aspect nutritif pour pouvoir se développer. Donc là ça nous donne vraiment une grille de lecture sur où se situent les ravageurs. Je vous ai dit, chaque ravageur se développe à un niveau pH redox particulier. Et donc l'objectif, ça va être de développer et de travailler sur des stratégies qui vont permettre d'être à la plante toujours en dessous des seuils
sous les radars pour pas avoir des conditions qui sont favorables au développement de tel ou tel ravageur. Donc l'optimum c'est pH 6,5 pour une plante et autour de 200 millivolts. Et le vieillissement c'est de l'acidification et de l'oxydation, et donc ça va être que la plante s'oxyde le moins possible. C'est pour ça que quand on prend de l'âge, on commence à prendre de la vitamine C, des antioxydants, c'est pour rester en dessous des seuils et pour pas passer dans la case d'appétence du ravageur. On pourrait prendre la pyramide, ça c'est Olivier Husson qui a conceptualisé là-dessus. La plante, plus ça va, plus elle se constitue un système immunitaire, et du coup on arrive à avoir une plante en bonne santé qui se développe en dehors des virus et des ravageurs. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus, et c'est là où notre approche elle est complémentaire. Enfin, vous voyez qu'on commence à toucher du doigt la partie nutrition, accompagnement, et donc on peut par des cocktails d'oligo-éléments amener la plante dans un état de bonne santé. Et je trouve que l'analyse de sève c'est vraiment un outil intéressant pour suivre et pour savoir un peu comment la plante elle évolue, ou en quoi elle est carencée, et comment est-ce qu'on peut l'accompagner du mieux possible. Sur la partie protéosynthèse, en fait, tout se résume assez clairement. En fait, quand vous avez l'expression de différents champignons, déjà, il y a un premier point à voir. C'est que quand un champignon s'exprime, il a des prédateurs. Hein. Tout est une notion d'équilibre. C'est que déjà, ces prédateurs sont plus en place. Cas très connu et qui va résonner chez vous, chez les producteurs de pommes de terre, le rhizoctone. Quand le rhizoctone s'exprime, maintenant on n'a pas encore toutes les techniques à mettre en place. C'est qu'il n'a plus de prédateurs. Ensuite, il fallait comprendre l'interaction entre les champignons et la liaison de tout ça. Il y a un délicat équilibre à trouver entre les champignons et les bactéries. Vous avez déjà entendu parler de ratio. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on est dans un système qu'il soit bactérien, puisque l'agriculture est née de la culture sur brûlis. Ça nous permet des débats intéressants, que ce soit avec Baptiste ou avec Guillaume. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Moi, j'aime pas trop la matière organique. Cette vision hegelienne de la science permet en fait de repartir du terrain et d'essayer de comprendre tout ce qui s'abrique. Le premier exemple de base que vous connaissez tous, vous défrichez, aujourd'hui, la bien-pensance qui touche aussi l'agriculture nous explique que les systèmes forestiers c'est génial, c'est super, l'homme n'a pas intervenu. Bon, déjà, ça remet en place la place de l'homme dans l'écosystème. L'écosystème, l'homme, c'est le seul mammifère qui a été doté de cette capacité de modifier son milieu. Et il le fait plus ou moins bien, il se trompe, c'est le principe de la vie. On tombe, on se relève, voilà, il fait des choses et il y a une prise de conscience aujourd'hui. Mais néanmoins, les systèmes forestiers, vous défrichez, puisque c'est super, c'est génial, ça vit bien. Et puis on prend une branlée, net, d'enfer, tout de suite. On fait un blé là-dessus, là on se fait détruire, quoi. Alors, pourtant, il y en a plein, de la bonne matière organique, des vers de terre dans tous les sens, ça s'agite, ça remue, et ça va pas. Et ça pousse bien où? Alors, on peut se le dire qu'entre professionnels, parce que c'est de la pornographie agricole, ce que je suis en train de dire. Ça pousse bien où on a fait le feu. C'est pas étonnant, L'histoire de l'humanité, de l'agriculture, comme on l'a pensé, où on en est aujourd'hui, c'est la culture sur brûlis. Ce qui sous-entend, et ce qu'il faut étendre, et qui a été une révolution, puisque derrière le brûlis, pousse des graminées, des belles graminées vertes, bien plutôt d'ailleurs, et plutôt vertes, et plutôt en forme. Ça a tout de suite mis en alerte deux éléments qu'on retrouve dans les cendres, la potasse. La potasse, au niveau organique, on a de grosses inquiétudes sur sa valorisation. Je pense que, de façon un peu provocante, pour énerver tout le monde, elle vaut 0, et que la potasse ne doit se gérer que sous forme minérale. Et pourquoi ça nous a mis en alerte pour en arriver là? C'est sur ces équilibres au sol et la gestion de tout ça. Moi, je m'appuie simplement. On me parle souvent. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas très copain avec la paille. La paille, vous connaissez tous. On s'entête à vouloir la laisser, à nourrir. Alors bon, on sait en plus qu'aujourd'hui, avec l'avancée des travaux, les racines produisent 2,5 fois plus de matière organique par les racines que par l'aérien. Donc la paille, c'est pas très inspirant. Parce que c'est très lignifié. Moi, je trouve pas que ce soit un bon carburant. Voilà, pour le sol. Mais je veux bien en débattre. C'est pas le but d'avoir raison. Le but, c'est de pas faire d'obscurantisme. C'est-à-dire, il faut de la paille. La matière organique, c'est des gros tas noirs au bout du champ. Et tout va bien. Et non, tout va pas bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a de plus en plus d'emmerdes. On n'a jamais été aussi équipés.
en termes d'outils techniques, notamment en phyto, même si on en perd, hein, on a quand même un éventail intéressant, eh bien on a de plus en plus d'embêtements. Donc il y a un problème d'équilibre. Je ne sais pas si c'est moi qui ai raison, mais en tout cas, ça alimente la controverse. Donc la plante absorbe des nitrates et elle doit les stocker dans le bas de tige. Ça va nous rappeler à des vieux souvenirs, d'où la première méthode qui a été mise en place de pilotage, les jus de bas de tige, jubile. Pourquoi ça n'a pas marché? Ben parce que quand on mesure les nitrates qui sont là, la plante, c'est pas parce qu'elle est pleine de nitrates qu'elle s'alimente bien. Il faut qu'elle les retransforme, elle refait le chemin inverse en nitrite, NO2-, en ammonium. Intervient ici une métabolite de la photosynthèse quand on fabrique des sucres, qui est l'acide alpha-cétonique, qui va incorporer ça en molécules organiques azotées, acides aminés, et ensuite elle va assembler tous ces acides aminés pour faire des protéines. C'est assez simple, et il faut le comprendre, parce que c'est là qu'il faut couper la tête à des mythes, ou des raccourcis scientifiques qui ne le sont pas d'ailleurs. C'est pas parce que je mets de l'azote qu'une plante est malade. C'est faux, c'est un mensonge. C'est d'une imprécision totale. Parce que si vous laissez dire des choses comme ça, vous alimentez toute la nouvelle sphère de gens qui tirent à boulet rouge sur l'agriculture. Plus je produis, plus je fais de la fertilité, plus je mets d'azote, plus je produis. C'est la transformation de l'azote qui rend malade, qui rend attractif aux insectes. C'est-à-dire que c'est l'étape de ne pas arriver à la protéine, d'avoir de l'ammonium qui reste dans les feuilles, par exemple. Vous avez une traduction simple. Pourquoi? Parce que les champignons, dans le sol, ils adorent l'azote. Ils ont besoin d'énormément d'azote, les champignons. Parce que quand on dit « mais plus d'engrais de synthèse pour tes sols », de grâce, arrêtons de raconter n'importe quoi. Première chose qui se passe quand on met de l'azote minéral dans un sol, c'est une augmentation de la matière organique. Et oui, parce que vous fabriquez plein de bactéries. Jusqu'à preuve du contraire, la bactérie, c'est de l'ADN. C'est donc de la matière organique. Premier problème. De lecture rapide, trop rapide. Sur le long terme, l'effet de minéralisation, je ne le nie pas, effectivement, je ne suis pas en train de tout remettre en cause. Mais on oublie des petites étapes entre. Donc, cette gestion de l'azote, elle est super importante. Et arriver à faire des bonnes protéines, c'est important. Et c'est ce qui se passe avec les champignons. Si vous avez trop d'ammonium qui reste dans la feuille, la nature, tout est bien pensé, hein, la création a été calée. Il y a de l'ammonium dans la feuille, il y a des champignons, les maladies cryptogamiques. Elles sont équipées en plus, hein, elles vont aller pénétrer la feuille et absorber cet ammonium qui ne sert à rien, qui n'est pas transformé. Donc l'objectif, ce serait déjà d'arriver à faire pomper le maximum, le moins de nitrate possible, mais il en faut. Mais le nitrate, c'est dangereux. Ces champignons vont adorer l'azote et la transformation doit se faire. Donc l'objectif, ce serait d'arriver à faire pénétrer ça directement là. Néanmoins, aujourd'hui, on sait en mettre là. Attention comment on va le faire, parce qu'il y a encore une étape à faire. Voilà, ça va être la complexité. Et de quoi a besoin la plante pour faire ça? Elle a besoin de tout un tas d'oligo-éléments. Le premier, le manganèse. Mais le tout premier, c'est pas celui-là. Hein. Non, le premier pour transformer ça, les nitrates, c'est lequel? Le chlore. Le chlore. C'est le produit caca vilain qu'il ne faut plus mettre dans les champs. C'est faux. 22% de la masse minérale absorbée. Du chlore. J'ai pas dit qu'il fallait mettre du chlorure. J'ai dit, le chlore, c'est hyper utile. Ça touche 70%. Reprenez vos analyses de sève. 1 sur 2 revient dans des limons sableux, pas des argiles. Des limons sableux reviennent carencés en chlore. Dans un blé, c'est 22%. Quand vous retirez carbone, hydrogène, oxygène, azote, potasse, chlore. Les 3 premiers. Bien plus que le phosphore. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de phosphore. Toute une question d'équilibre. Donc sur cette partie-là d'azote, voilà où on en est. Sur les éléments, voilà à quoi ils servent. Le magnésium, lui, sert aussi à ça, même si c'est l'atome central de la chlorophylle. Et les éléments qui vont véhiculer tout ça sont la potasse et le bore, essentiellement. Mais quand on oublie aussi le fer, on oublie aussi le zinc, et l'équilibre de tout ça à trouver est très compliqué. C'est vrai que les analyses foliaires sont très intéressantes. Attention de ne pas les faire trop tard, faites-les de façon préventive. Parce qu'à un moment, vous êtes dans le jus, vous n'y arrivez plus à suivre. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a souvent le problème du magnésium, qu'on a du mal à... Autant de tous les autres éléments, on arrive à peu près à
à jouer. Et quand on fait des apports, on voit que ça rééquilibre. Est-ce que le magnésium, toi, tu as fait des choses parce que c'est les formes qu'il va falloir changer. Il y a des nouvelles formes qui arrivent sur le marché, puisqu'ils ne pénètrent pas en foliaire très très mal. La partie magnésienne ne fonctionnant très très mal. Eh bien, le magnésium, il faut vraiment changer les formes et travailler autrement. Le problème du magnésium aussi, c'est son antagonisme avec la potasse. Vous avez de l'argile, des limons et des sables. Plus vous avez d'argile, plus vous avez de magnésium. Dès que vous basculez dans la case limon, vous n'avez plus de magnésium, puisque le magnésium est constitutif de l'argile. Normal, vous n'avez plus d'argile, vous n'avez plus de magnésium. Vous avez de l'argile, vous aurez de la matière organique. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Si d'ailleurs, il y en a parmi vous qui savent comment faire baisser les taux de matière organique dans les argiles, je suis preneur. Hein. Parce que j'ai des gens à 13% de matière organique et ils ne poussent plus rien, puisque forcément le cuivre est bloqué, puisqu'elle est devenue forestière et que les espèces forestières ne supportent pas le manganèse et le cuivre, donc les bloquent, et bloquent aussi la potasse. Donc s'il y en a qui savent comment faire baisser le taux de matière organique dans les argiles, je prends. C'est pour ça que des fois j'ai un peu la dent dure avec les composts de déchets verts, quoi. Vous ramenez des micro-organismes, oui super, mais des forestiers, vous voulez faire quoi? De la culture de pleurote? Quelle est ton approche par rapport, on entend des cultures qui sont sensibles à certains éléments. Toi, tu amènes un peu de tout sur toutes les cultures ou tu cibles aussi à la culture. Enfin, c'est vrai qu'on dit, le blé est plus sensible au manganèse qu'une autre culture ou les crucifères. Non. Pour toi, c'est quoi l'approche? Parce que on se dit mettre du bord sur du blé, ça paraît des fois... L'approche est que dans un premier temps, quand on est dans des situations dégradées, ce qu'il faut tenir compte aussi, c'est que beaucoup d'approches aujourd'hui ont été mises en place et ne tiennent pas compte de la dégradation des sols. Application d'engrais, de l'azote qui n'a pas été sans heurts, augmentation du taux de sodium, augmentation des taux de sodium dans les sols. Alors les gens, en plus, il y a les sols naturellement riches en sodium, hein, où la mer s'est retirée en dernier, forcément accumulation de sodium. Tant qu'on a eu des vieilles pratiques, vous savez, celles que vous avez critiquées abondamment, je ne mets plus de calcaire, mon pH est bon, c'était des trucs de mon père, puis d'un seul coup vous arrêtez. Au bout d'une certaine année, le calcaire c'est un élément tampon qui régule tout. Donc quand vous faisiez du marnage et que vous n'avez pas de problème, oui, parce qu'il faut quand même le signaler. On a connu une agriculture qui n'avait pas de problème. Moi, je l'ai connue. Et j'ai que 50 ans. Où tout marchait en desherbage, où il n'y avait pas de mauvaises herbes invasives. Le progrès génétique s'exprimait. Ouais. C'était à l'époque où on faisait tout et n'importe quoi. Hein, on en mettait de trop. Une tonne de scorie, 12-12, 120 de P, 120 de K. Les maïs, une tonne de triple 15. Oui, parce que les engrais, c'est dégueulasse. Et ça marchait. Aujourd'hui, plus rien ne marche. Alors, il y avait certainement des abus d'un côté. Il y a peut-être juste un équilibre à faire. Hein. Entre le post-92, on faisait du blé avec un coup d'opus et de l'azote liquide. Et puis, dans les années 80, on mettait beaucoup d'engrais. Il y a juste, rééquilibrer les choses. Quand vous faites une analyse foliaire, allez pas vous jeter comme des morts de faim avec votre kit de petits chimistes que vous venez de découvrir sur le cobalt, le nickel, le sélénium. Hein. Les premières cases, c'est pas l'azote non plus. Hein. Vous avez déjà vu les Novacrop, comment elles sont faites? C'est quoi le premier? Potasse, calcium, magnésium. Les bases. Si vous êtes déjà à la cave en potasse, fin du bal, hein. Vous pouvez vous gratter la tête, jouer au petit chimiste avec 0,2 de nickel, 0,25 de cobalt et du manganèse qui vient de bec de buse déshydraté, chélaté de je sais pas quoi là. Bec de grue normalement. Bec de grue et plus riche en cuivre. Détendez-vous. La base. C'est exactement comme une bagnole. On oublie, ça c'est du. Enfin, je veux dire, c'est fondamentaux. On oublie les choses. Vous allez être en panne avec votre voiture. Vous posez des questions sur l'injection. Non, elle ne démarre pas. Vous allez déjà aller voir si vous avez de la batterie. Après, vos fusibles et bourrelets. Et après, si c'est au-delà de vos compétences, de grâce, un peu de bon sens. Et regardez les bases du sol, c'est fondamental. Puisque la potasse, c'est elle qui va servir à, pour un premier temps, faire monter l'azote. Elle va faire monter l'azote, elle va servir de transporteur. Et ensuite, au niveau, d'ailleurs c'est bien fait au niveau du complexe argilo-humique, hein, le réservoir, la potasse, c'est elle qui chasse. J'entends souvent aujourd'hui me dire, mon
Mon sol est saturé de calcium. Waouh. Alors déjà, pas confondre calcaire et calcium. Mon sol est saturé de calcium. Mais la nature a tout prévu. Hein. La création est bien pensée. Pour chasser le calcium, il faut remettre de la potasse. Si vous êtes saturé de calcium, c'est parce qu'en potasse, ça fait une paire d'années que vous faites ceinture. Hein. Mais faites des analyses foliaires de bonheur pour savoir où vous allez en pilotage d'azote. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on le sait qu'il ne faut pas tant d'azote que ça. C'est les outils d'ajustement qui nous manquent. C'est exactement pour les reliquats azotés. Les reliquats, si vous les écoutez, il y a des outils simples. Hein. Les reliquats, si vous les appliquez et que vous prenez une branlée, ça veut dire, c'est très simple. Vous mesurez le taux de nitrate et le taux d'ammonium, et dans votre sol, vous avez de l'anaérobiose. Tout est reparti en forme de nitrite. Inabsorbable, les patates, tout ce que vous voulez. Ah si, il y a les renoués qui adorent ça, les kénopodes, le vulpin, le rumex, le liseron, ils adorent ça. Donc vous voyez, si vous avez un champ plein de kénopodes, c'est pas que vous n'avez pas d'azote, c'est qu'elle est comme ça. Donc vos reliquats, ils valent rien. Par contre, si vos reliquats, vous appliquez la méthode et que ça marche très bien, ça veut dire que vous n'avez pas d'anaérobiose. Vous êtes sur des bactéries aéro qui tournent bien dans le sol. Et donc cette gestion de l'azote globale, voilà où on en est, voilà ce qui nous manquait et ce qu'on a compris. Et derrière, on avait donc un problème d'articulation aussi. Alors oui, pour finir, ça c'est pendant le repas, si vous avez envie d'en découdre, vous pourrez venir vous défouler sur moi. Je n'aime pas du tout les légumineuses. Je pense que Non mais si, je vais vous expliquer. Laissez-moi défendre le truc. Je suis peut-être le seul en France. Je pense que, en fait, quand on raisonne en termes de climax et de bioindication, enfin en tout cas j'essaye d'être cohérent, mais quand je dis ça, c'est pour alimenter la controverse. Bien sûr que je les utilise aussi. Les légumineuses, en bioindication, quand ça pousse tout seul dans vos champs, vous ne tapez pas sur le ventre. Hein. C'est pas la fête. Hein. C'est une espèce semi-forestière, anaérobiose de matière organique totale, blocage du phosphore. Donc du coup, qu'est-ce qu'a fait la nature? Elle a mis en place des plantes, puisqu'il y a trop de matière organique stable. Il n'y a plus d'azotobactères, les fameuses bactéries qui fixent l'azote de l'air. Donc elles ont mis en place une plante qui fixe l'azote de l'air, parce que les bactéries là ne sont plus là. Les légumineuses, c'est un très bel outil pour vous éleveurs et même agriculteurs. Néanmoins, la place, les grands ruminants mangent très peu de légumineuses à l'état sauvage. Ils n'en mangent quasiment pas. D'ailleurs, au point que vous le savez, ça peut être toxique pour un ruminant. Voilà. Les légumineuses, dans leur place, quand elles lèvent toutes seules dans un sol, ça veut dire qu'il y a trop de matière organique stable, ça ne veut plus avancer, et qu'on met en place. Et c'est l'étape juste avant le chardon. Hein. Le chardon, c'est un petit peu au-dessus, en termes de problème de matière organique. Voilà. Donc sachez-le. Et donc moi je suis pour le développement des azotobactères. J'essaye d'y travailler, mais j'utilise quand même les légumineuses. Hein, ne vous inquiétez pas, je suis pas non plus. Je dis ça, c'est un peu de façon provocante. Et le développement des azotobactères, alors ça c'est un gros sujet. Je pense que c'est l'enjeu de demain. Et je trouve dommage aussi qu'on se batte pour quelques points de CO2 dans l'atmosphère, quelques micro-points, alors qu'on respire 72% d'azote. Donc il y a un problème, il y a un truc qu'on n'a pas compris en agriculture. Et j'étaye ce que je dis en disant que normalement, si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, ben, les azotobactères, ces fameuses bactéries aérobies qui fixent l'azote de l'air, devrait envoyer l'ammonium qu'elle fabrique, qu'elle fixe, aux fameux champignons. La jonction à trouver entre ces deux mondes-là, qui régule un peu tout le monde, et qu'on a trouvé, et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à certains types de produits, c'était les levures. Pour des comportements entre les bactéries et les champignons, qui sont ou aéro ou anaéro, qui, voilà. Et que l'enjeu de demain, c'est quand même fixer le diazote atmosphérique. On en a quand même 72% là. Et qu'on n'y arrive pas. Alors ça, c'est nous qui ne sommes pas très bons, mais on aimerait bien y avancer. Et la fixation atmosphérique de l'azote, c'est névralgique. Voilà pour le cycle de l'azote et comment on approche les choses. Et vous voyez le lien avec la jonction qui est parallèle avec les travaux de Baptiste, où on est complémentaires. Moi, j'ai plus cette approche à dire, ne laissons pas la plante rentrer en oxydation. Puisque globalement, la photosynthèse, c'est une oxydation et une réduction. Et si vous avez plus assez de réduction en face des oxydations, c'est là que la plante devient oxydée.
Et donc, voilà, les éléments qui vont nous manquer, par exemple, fréquemment aujourd'hui, avec nos pratiques agricoles, des choses qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. Le manganèse. Bah, vous allez dans un champ, vos tournières sont plus belles que le reste de votre champ. Manganèse. Bon, ça va causer aux gens qui aiment bien le semi-direct, c'est des choses qu'on voit fréquemment. Les passages de roue beaucoup plus beaux, zone rappuyée. Ah, tiens, ça souligne aussi, pas confondre appuyage et tassement. Donc voilà, le manganèse, c'est aujourd'hui le premier problème. Et le problème qui se cache derrière le manganèse, puisqu'ils sont liés, ça va être le fer, enfin le zinc, puis le fer, qui marchent tous les trois ensemble. Donc après, les antagonismes, le diagramme de Mulder, moi je suis un petit peu aussi timoré, puisque c'est un truc qui nous vient de l'alimentation animale. Donc, les antagonismes, ouais, il y en a, mais globalement, je vais dire les cocktails oligo, c'est mieux d'en mettre que, avant de vous torturer les questions sur les équilibres, quand vous en mettez déjà, c'est déjà souvent mieux que pas en mettre. Et il faut raisonner l'alimentation en oligo comme un budget assurance. Moi, je vous souhaite à tous de mettre du cuivre et de ne pas avoir de problème. Hein. Je vous le souhaite sincèrement pour le budget cuivre. Le cuivre, c'est 3 grains par épi. Je vous laisse faire la multiplication. Voilà. Et 3 grains par épi pour aller les voir à l'œil. Être sensibilisé à ça, et je ne veux pas vous embêter plus longtemps. Voilà, c'est des choses importantes. Le manganèse nous inquiète beaucoup, mais n'oubliez pas les fondamentaux. Potassium. Potassium. On a parlé beaucoup d'équilibre au niveau du sol, mais il y a aussi, on parle pas suffisamment de la structure, et il y a vraiment à trouver des leviers pour équilibrer la structure. Et le point de vue et l'angle que la prise de recul qui a permis le redox, c'est de comprendre. Donc je vous ai passé le détail de toutes les interactions parce qu'on peut aller dans différents milieux. Mais en fait, la pire situation, c'est quand on est sur des sols compactés. Et la compaction, c'est quand même un élément à gérer et à regarder, parce que dès qu'on est sur un sol compacté, bah on passe un peu du coq à l'âne, on fait des grands écarts, et là la plante elle est un peu déboussolée. C'est l'image que je vous ai mis tout à l'heure où elle a très peu de moments où elle est bien. En fait, la plante, pour moi, elle a un peu un scan et elle est capable de corriger le milieu en fonction de ce qu'elle peut voir. Donc, si elle est dans un sol qui est oxydé, elle va chercher à le réduire, et si elle est dans un sol réduit, elle va chercher à l'oxyder. Elle a les mécanismes pour le faire. Il lui faut de l'énergie pour ça. Mais donc là, en fait, quand elle est dans un sol compacté, elle se dit mince, le sol est oxydé, il faut que je le réduise pour revenir dans un état d'équilibre. Et en fait, le sol compacté, il repasse très vite à l'état réduit. Et du coup, là, la plante, elle fait le yo-yo, elle est déboussolée, elle sait plus ce qu'elle doit faire. En plus des à-coups climatiques qu'elle va subir, qui vont orienter un peu l'évolution du milieu et dans quelle case on va se situer, comment est-ce que ça va bouger. Donc ça, c'est important à avoir. Et il y a un dernier point qui est vraiment important avant de passer sur les résultats des essais, c'est de comprendre les mécanismes de défense de la plante. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup, on a fait des essais biostimulants, on n'a rien vu, ou ça n'a pas fonctionné. Et en fait, c'est qu'on a oublié certains fonctionnements et le fonctionnement notamment naturel de la plante. En fait, la plante, quand elle se fait attaquer, on pourrait penser qu'elle se réduit parce qu'elle va chercher à revenir là. Je sais pas, par exemple, le temps a été couvert pendant 15 jours, donc ma plante a eu tendance à s'oxyder parce qu'elle a pas pu il n'y a pas eu la lumière suffisante pour qu'elle optimise sa photosynthèse, donc elle s'oxyde, et paf, attaque d'orifort, attaque de mildiou ou d'autres maladies. Et du coup, ce qu'il faut avoir en tête, c'est comment est-ce qu'elle réagit. À votre avis, c'est quoi son mécanisme de défense? Comment est-ce que la plante, elle réagit une fois qu'elle se fait attaquer? Parce que si elle a suffisamment d'énergie, et c'est pour ça qu'on insiste sur la partie photosynthèse, quand elle a de l'énergie, elle est capable de se défendre et donc de sécréter des métabolites qui vont lui permettre de contourner ou de se protéger par rapport à la maladie. En fait, on aurait tendance à penser que photosynthèse dit la plante elle va se réduire et elle va revenir dans la case de la bonne santé. Et en fait, si elle fait ça, c'est pas exactement le mécanisme qu'elle a mis en place. Et la plante, naturellement, elle se suroxyde. Donc en gros, elle envoie de l'eau oxygénée dans ses cellules, elle sacrifie les cellules pour emprisonner la maladie dans un endroit. Et donc là, elle envoie de l'eau oxygénée. Donc si vous venez avec un produit réducteur, et c'est là où il faut bien connaître les produits qu'on va utiliser, si vous venez avec une macération ou avec un produit qui est réducteur où vous avez mesuré le redox, en fait, au lieu d'aider la plante à tuer la maladie, vous allez faire le jeu du ravageur et du coup, vous allez amplifier la maladie. Donc en fait, dès qu'on travaille sur ces stratégies de biostimulation, faut avoir en tête que dès que je vois les premiers symptômes de maladie, j'arrête absolument tout ce qui est biostimulant, et là je repasse avec la chimie pour aider la plante à se suroxyder. En gros, il faut être dans une démarche où j'accompagne la plante. La plante, naturellement, elle se suroxyde,
Donc là, je vais l'accompagner avec de la suroxydation. Donc c'est là où j'ai tous les insecticides, fongicides, herbicides, tous ces produits-là sont suroxydants. Donc il faut aussi l'avoir en tête quand j'analyse la plante et je prends du recul sur les essais, c'est que dès que j'ai une intervention avec un produit chimique, je suroxyde. Donc si je suroxyde quand la plante elle est malade, c'est bien. Si je suroxyde quand la plante elle est en bonne santé, je la rends vulnérable. Et les travaux de Chaboussou avaient mis ça en évidence. Dans le livre Les plantes malades des pesticides, il dit on fait les désherbants et 10 jours après on a les arrivées de pucerons. Parce qu'en fait on a rendu la plante vulnérable. La plante était là en bonne santé. J'ai désherbé donc je l'ai oxydée. Et la plante, quand elle est oxydée, elle reste oxydée, mais dès que les jours qui suivent l'application, la photosynthèse se remet en route et je reviens là, dans la case de la bonne santé. Sauf que si je reviens pas assez vite, j'ai un moment où je suis vulnérable et où je peux me prendre tous les ravageurs. D'où la réussite de la chimie où on fait un T1, T2, T3. Parce qu'en fait, on suroxyde. 15 jours après, on revient, on se dit mince, il y a encore des pustules de rouille. Je resuroxyde. Et puis en fait, on maintient le système dans la suroxydation. C'est comme ça qu'on a des résultats. Donc, si on veut aller vers ces stratégies-là de biostimulation, c'est trouver les mécanismes pour aider à rééquilibrer la plante. Et donc, par exemple, à l'automne, on fait souvent une application après le désherbage pour que la plante passe l'hiver dans un état réduit. Et c'est là où le positionnement 10 jours après le désherbage permet de rééquilibrer la plante et de la rendre moins appétante, en tout cas pour les pucerons sur le passage de l'hiver. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est j'aide la plante à se suroxyder quand je vois des maladies. Et donc après, tous les ravageurs ont aussi des mécanismes pour contourner, parce que son objectif, c'est de maintenir le milieu. Donc c'est là où il y a une guerre de redox. Mais il faut vraiment avoir en tête, j'aide la plante, ou si je la suroxyde, faut que je pense à la rééquilibrer, parce que si elle le fait pas suffisamment vite ou suffisamment efficacement, du coup, elle devient vulnérable à toute la partie ravageur. Et donc tout ça, c'est des mécanismes. Donc après, je vous passe le détail des mécanismes pour se défendre, mais donc il y a vraiment à travailler sur cet aspect photosynthèse, parce que plus la plante elle est équilibrée et plus elle est en bonne santé, elle est capable d'avoir une interaction sur le sol aussi. En fait, on a mesuré que la plante elle peut investir jusqu'à 80% des produits de sa photosynthèse dans le sol. Donc plus je vais la booster, plus j'ai une action directe sur le sol. Et donc ça, elle est capable de le faire tant que elle est en bonne santé, elle est bien équilibrée et on a bien équilibré sa nutrition. Là, il y a des forts apports au sol. Donc là, c'était un sol plutôt équilibré. Après, quand on prend un sol qui est déséquilibré, la plante, elle est capable d'augmenter. En fait, en gros, elle utilise 30%. Quand le sol est équilibré, elle investit quand même 20 à 30% pour sous-traiter la partie nutrition à des bactéries et stimuler l'activité du sol. Quand le sol est déséquilibré, elle peut monter jusqu'à 80%. Donc plus le sol est déséquilibré, plus elle investit dans le sol. Et donc c'est du temps qu'elle a en moins pour se consacrer à sa croissance et à son développement. Et quand le sol est vraiment déséquilibré, ça réduit encore plus sa capacité à pouvoir contourner l'attaque. Et quand la plante se fait attaquer, elle est déjà en retard en fait. Comme elle a investi beaucoup dans le sol, elle a plus beaucoup d'énergie disponible, donc il faut qu'elle remobilise son énergie pour se créer des mécanismes de défense et de contournement. Et donc, le temps qu'elle sécrète les molécules et les métabolites, elle perd du temps et du coup, c'est là où les ravageurs peuvent exploser et on limite l'apport qu'on a au sol. Le premier essai, c'était déjà voir en végétation comment est-ce que ça réagissait, comment est-ce qu'il y avait des interactions. Donc du coup, on est parti sur la dose de 40 litres sur cet essai-là. Donc, qui était une grosse dose, c'est ce qui est appliqué en grande culture. Enfin, les expériences que vous avez en grande culture, c'était 40 litres. Et nous, on s'est dit, on va mettre une grosse dose, au moins, s'il y a quelque chose à voir, on verra. Donc, on a fait 40 litres à chaque passage avec, donc, il y a eu 10-12 passages de mémoire. Maxime, tu te souviens peut-être plus du nombre d'applications sur cet essai-là. Et puis, la dernière modalité, c'était 1,5 litre d'acide humique et fulvique par passage. Et donc, on a fait des analyses de sève, des mesures de redox, des rendements, calibre et qualité de peau. Donc à chaque fois, et c'est important de le dire maintenant, mais on compte à chaque fois le nombre de tiges pour avoir vraiment le même nombre de tiges sur les modalités et pas qu'il y ait un biais, parce qu'à chaque fois qu'on a des tiges en plus, on est dans le même lot. Ouais, on est dans le même lot de plan. Ouais. Et comme on fait pas des essais, enfin c'est pas des essais randomisés comme dans un CETA ou un organisme scientifiquement approuvé. Et du coup, on fait 3 fois 2 mètres et les 3 fois 2 mètres, on vérifie qu'on a le nombre de tiges. Parce que forcément, en pomme de terre, s'il y a une tige de plus, fatalement, on a 2 à 4 tubercules de plus. Enfin, on va pas expliquer ça aux patatiers qui sont là. C'est la partie la plus longue
Voilà. Quand je fais les prélèvements, c'est de compter le nombre de tiges et avoir le même. Ouais, en nombre de général, tiges. faut pas l'avoir au téléphone quand à cette époque-là, il est pénible. Et... Donc on a fait des mesures. Donc du coup, alors, je vous ai remis les rendements par calibre. Ce qui nous intéresse, c'est de voir un peu là c'est le témoin. Ensuite, le TCO c'est en orange, les acides humiques et fulviques en gris, et puis le climax en jaune. Et donc du coup, ce qu'on voit, c'est que le témoin était déjà quand même plutôt bien. Alors le témoin, c'est jamais, il n'y a pas rien du tout. Hein, c'est la modalité agriculteur, et donc il y a des oligo-éléments. Il y a déjà quand même un aspect nutrition qui est mis en place. On voit toujours le plus qu'on a avec le thé de compost. Alors cette fois, il y avait un petit effet sur le rendement, mais ça fait pas non plus. C'était pas significatif. Et ensuite, on voit que les acides humiques et fulviques ont presque été du même niveau. Enfin, en tout cas, statistique, c'est dans la même classe, donc du coup, il y a pas de différence. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que le climax a pas eu dans cet essai-là, pardon, un effet positif. Et au contraire, l'hypothèse qu'on avait émise, c'était qu'une trop grosse dose, ça pouvait aussi avoir un effet un peu contre-productif. Et pour avoir fait d'autres essais avec des acides aminés, avec tous ces biostimulants, c'est pas plus on en met, plus ça produit. Il y a vraiment une dose seuil à trouver. Et donc du coup, dans cet essai-là, c'était pas concluant. Et on voit que la dose était trop importante. Et en parallèle, Maxime, je sais pas comment, tu peux peut-être présenter comment tu as eu l'idée ou comment tu as réfléchi les choses. Donc en parallèle de ça, on avait un essai en Jazy, donc variété chair ferme, conduite en conventionnel. Cette fois, on mettait du manganèse en foliaire. Et tout bêtement, j'ai converti le nombre de grammes de manganèse qu'on appliquait par passage en poudre avec le manganèse contenu naturellement dans les levures. Donc ça nous a amené sur une dose de 5 litres par passage de climax. Et conduite à chaque fois toutes les semaines avec les fongies. Donc on avait toute la parcelle conduite en oligo-éléments classiques, les manganèse, zinc, cuivre, des fongicides, 3 produits associés, et comparativement, on avait une bande de 18 mètres qui était restée, où je venais rempoter uniquement mes fongicides et le climax. Donc ça, c'était le contexte de l'essai. Donc du coup, ça c'était c'était une parcelle qui était chez Guillaume. Donc du coup, en TCS, on verra que dans l'analyse et notamment les essais 2023, je pense que c'est important de souligner à chaque fois la technique de travail du sol, parce que là, on était avec un gros couvert qui a été composté 15 jours avant la plantation, et puis plantation en simplifié, il n'y a pas eu de labour. Et donc on a fait les mêmes mesures, indicateurs, analyse de sève, mesure de redox, rendement, calibre. Donc ça, c'était la même année. Et donc, les mesures, elles donnent les résultats suivants. Donc c'était bien 5 litres de climax à chaque passage. Et puis, sur les 2 derniers passages, tu t'es dit, on peut peut-être augmenter. La parcelle était fatiguée, hein. Il y avait de la sénescence. Donc, sur la parcelle, il y a eu de l'urée technique d'appliquer pour essayer de maintenir le feuillage. On n'était pas au calibre. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, je vais rehausser un peu l'application de climax. Peut-être que ça peut aider aussi. Donc, les deux derniers passages ont été faits à 10 litres. On commence à trouver la dose cible, 10 litres, c'est peut-être pas spécialement la bonne chose à faire. Bon, on en reparlera. Là, c'était parce que c'était vraiment la végétation était sénescente et du coup, c'était essayer de redonner un coup de boost et de pousser pour arriver au calibre parce qu'on n'y était toujours pas quand on faisait les prélèvements. Et donc, on a défané, on est venu faire les rendements. Donc, je vous ai mis les résultats, notamment sur le nombre de tubercules et sur le rendement. Donc, le nombre de tubercules, je l'ai laissé à la surface prélevée. Donc, on voit qu'il y avait un effet avec l'apport de climax, donc on a eu un petit effet sur la tubérisation parce que tu as démarré assez tôt dans les applications. C'est ça. T'as commencé quand les premiers passages? Premier rapport au stade crochet. Donc il y a eu en même temps que le déclenchement des oligo-éléments sur la parcelle. Ça a vraiment été similaire. C'était vraiment comparé. Est-ce que on peut remplacer les oligos ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire en tout cas de ce point de vue-là dans la réflexion de l'essai? Et donc quand on a fait les rendements, on a vu une différence. Donc là, on avait 57 tonnes par hectare de pommes de terre sans climax et 63 tonnes de pommes de terre avec le climax. Donc du coup, ça montre qu'il y a quand même il y a eu un effet. C'est assez parlant et on voit que c'est surtout sur le calibre 40-45 qu'on a vu la différence. Donc sur une variété
type Jazzy, c'est un calibre qui est intéressant et qu'on peut bien valoriser. Donc du coup, c'était plutôt concluant dans cet essai. Et c'est là que Guillaume il s'est dit bah on va généraliser partout. Et puis en 2023, on a fait un essai où on a gardé une bande où on n'en appliquait pas et on va voir les résultats. Et je vais y revenir après, mais c'est juste là, il nous reste un essai qu'on a testé parce que Sylvain parlait aussi de l'application, notamment à la plantation ou sur la butte, pardon. Et donc du coup, on a fait un essai où cette fois on a mis du climax dans l'arrêt de plantation. Et donc l'objectif c'était de comparer donc l'itinéraire classique agriculteur avec localiser 30 litres de climax dans l'arrêt de plantation. Donc là, c'est une réflexion que vous avez eue. Pareil, réflexion avec Sylvain durant la période hivernale, au début du lancement du produit. L'idée c'était de booster la tubérisation encore une fois, sachant que sur toutes les parcelles de la Mistar est localisée en arrêt de plantation. Donc là, le climax a été associé avec la Mistar en arrêt de plantation, de pulvérisation, avec un jet en dessous du plan, un jet au-dessus, très classique, comme chez beaucoup de monde. Et ça simplifiait aussi le travail parce que le thé de compost, ça voulait dire une application, on le mélangeait pas avec la partie chimie. Donc ça veut dire on passe avec le fongicide, puis on revient passer avec le thé de compost. Et donc dans votre réflexion, c'était on veut simplifier les applications et donc si on trouve un produit qu'on peut mélanger avec les fongicides, c'est intéressant. Et donc l'essai qu'on a vu juste avant, ça a à chaque fois été mélangé avec les fongicides. Il n'y avait pas un passage supplémentaire dans la conduite de la culture. Grosso modo, le fait de supprimer la grande majorité des oligopoudres, ça a diminué le temps de remplissage par 2. Ouais. Donc quand vous vous êtes à 3h du matin pour faire des traitements, si on gagne une demi-heure, c'est quand même pas mal. Parce qu'on n'a pas présenté Maxime, mais du coup Maxime il travaillait chez Guillaume jusqu'à récemment, et donc c'est toi qui faisais toute la partie pulvérisation. Et donc du coup dans les résultats et dans ce qu'on a pu mesurer, observer, donc je vous ai mis, on avait testé en plus un autre produit qui s'appelle le Générate. Donc c'est j'anime un groupe d'agriculteurs en Picardie, et du coup il y a un des agriculteurs qui testait le Générate. C'est un cocktail d'oligo-éléments avec notamment du cobalt. Pour te faire plaisir. Le Générate, il est utilisé plutôt en enrobage de plants, donc normalement pulvérisé sur le plant. Guillaume est équipé, mais pour l'essai, on ne l'avait pas fait. On s'est dit, est-ce qu'en montant un peu les doses et en localisant dans l'arrêt de plantation, on n'obtiendrait pas les mêmes effets? Donc du coup, on a fait pareil les rendements. Ce qu'on a observé, c'est que donc le climax, il avait un petit effet sur la tubérisation, mais c'est pas non plus des chiffres qui montent. Par contre, sur le rendement, on a observé vraiment un impact. Donc le Générate, on n'a pas vu spécialement d'effet à se poser la question s'il était bien positionné, parce qu'il y a des effets quand on le pulvérise sur le plan. Donc je pense que le positionnement était pas optimum. Donc sans climax, c'est avec la Mistar 51 tonnes et avec climax 57 tonnes. Donc là, on voit qu'il y a un impact sur le rendement, enfin un impact, en tout cas une augmentation du rendement, et ça semble être un positionnement intéressant. Et on va voir maintenant est-ce qu'on a validé ces résultats-là en 2023, parce que ça c'est un peu la synthèse de nos essais en 2022. Du coup, on s'est dit ça fonctionne bien en végétation à 5 litres par passage. Du coup, Guillaume s'est dit ça fonctionne, je généralise ça sur la ferme, et on fera un essai où on garde une bande pour voir l'impact que ça peut avoir, enfin si on valide bien les choses. Et puis dans l'arrêt de plantation, ça a l'air d'être un positionnement qui est aussi intéressant. C'est intéressant de voir un peu le bilan des essais, enfin d'avoir la chronologie et de voir ce qu'on avait fait en 2022 pour présenter après ce qu'on a fait en 2023. Petite précision sur cet essai-là, c'était également la parcelle de Jazzy, donc variété chère ferme, grosse tubérisation, c'est un point à mettre dans votre tête. On y reviendra après. En 2023, donc on a reconduit l'essai localisé dans l'arrêt de plantation. On a cherché aussi d'autres positionnements. Je vous présenterai pas les résultats, mais on a essayé d'en mettre sur sur la bourre. On a essayé de le positionner à différents moments dans la préparation du travail du sol. Et du coup, la modalité qui ressort, c'est vraiment localisé dans l'arrêt de plantation. C'est là où on a eu les meilleurs résultats. C'est pour ça que je présente que ça, mais on avait fait aussi d'autres tests et d'autres positionnements. Donc là, c'était pareil, un essai où c'était comparer le climax dans l'arrêt de plantation, variété Gwen, technique de labour, c'était une parcelle à l'extérieur en labour, pardon,
Et donc du coup, on a pareil comparé les différents rendements, calibre et qualité de peau. Et donc ce qu'on a observé, donc on est toujours sur 30 litres de climax localisé dans l'arrêt de plantation. Cette fois, on a eu vraiment un effet sur la tubérisation. Donc là, il y avait 30 tubercules de plus au mètre carré. Et moi, déjà rien qu'en prélevant, j'avais les conclusions de l'essai. Je voyais bien qu'il y avait plus. Mon seau était beaucoup plus plein avec des tubercules plus importants. Et puis ça s'est validé du coup quand j'ai fait les rendements avec 6 tonnes de plus. Donc ça, c'est vraiment un point qu'on valide sur 2 années. Le 30 litres de climax dans l'arrêt de plantation, ça a l'air d'être un élément intéressant, notamment pour la tubérisation et notamment pour le rendement. En fait, le bilan, c'est qu'on a plus de questions que de réponses. Donc c'est un bon essai. C'est un bon essai. Ça, c'est l'essai qui a été fait, cette fois en Marquies, et c'est là où on a comparé levure, pas levure en végétation. Je me souviens plus s'il y en avait pas eu à l'arrêt de plantation. Dans l'arrêt de plantation, il y a juste eu un essai qu'on vous a présenté. C'est pas une technique qui a été généralisée jusque-là pour des problèmes techniques de mise en pratique, mais on pourra y revenir. Fallait faire quelques ajustements dans la cuve frontale pour avoir un système de brassage. Donc du coup, l'essai cette année, il a été fait en Marquies, donc c'est pas du tout les mêmes variétés que ce qu'on a pu faire jusque-là, où on était plutôt en Gwen ou en Jasie. Donc c'est une variété qui a un comportement un peu différent, qui a un cycle plus long, et donc du coup, des réponses aussi différentes, et on n'avait pas spécialement mesuré encore jusque-là sur des variétés type Marquies, comment est-ce que ça pouvait fonctionner. Donc je pense que c'est aussi à mettre dans la balance sur les conclusions qu'on va présenter de l'essai. Donc du coup, on est resté sur 5 litres par passage. Pareil, il y a eu 75 litres de climax sur tout le cycle, et on a comparé ça à l'itinéraire technique classique agriculteur. Donc là, t'avais mis les oligos ou t'avais enlevé les... Oligo-éléments, il y avait uniquement les fongicides. Donc là, pareil, on a fait les mesures, et donc on a confirmé. Donc là, vous avez un état de la végétation. J'étais en train de défaner la parcelle. On voit bien la différence de végétation. C'est un point intéressant qu'on a observé, et avec Maxime, on s'appelait régulièrement et on se disait... Dis pas quelle partie est où, demande à la salle d'abord. Ah oui. À votre avis, on a mis du climax à gauche ou à droite? Ouais, à gauche. En fait, ce qu'on a observé, c'est qu'au moment de la floraison, on a vu que la floraison était il y avait presque 8-10 jours d'avance sur la partie où on avait mis du climax par rapport à la modalité non traitée. Ouais, tu vas voir la fin, c'est pas top. Donc déjà, ça fait accélérer il y a un effet sur le cycle, et du coup, il y a plein de réflexions. C'est là où je vous dis qu'on se pose plein de questions, parce que il y a des réponses qu'on n'a pas eues spécialement et qui sont venues confirmer l'essai de l'année dernière. Donc ça a un effet sur l'accélération du cycle. Donc du coup, avec une végétation un peu en bout de course, ça peut expliquer que là, il y avait encore du carburant pour alimenter les tubercules, les faire grossir, qu'il n'y avait plus dans l'autre modalité. Donc du coup, ce que l'essai nous enseigne, c'est que ça confirme qu'il y a un effet sur la tubérisation. Marquies, c'est une variété qui est quand même un peu feignante en tubérisation. Ouais, il y a un effet. Ouais. Il y a un petit effet. En tout cas, par contre, sur le rendement, on voit qu'il n'y a pas eu d'effet. En gros, pour moi, la conclusion que j'en fais quand je regarde ça, c'est qu'il y avait les tubercules, mais ça n'a pas réussi à les faire grossir. Et donc, du coup, quand on regardait, je vous ai pas remis les graphiques des calibres, mais on voit que il a manqué un peu d'énergie pour faire grossir les tubercules à la fin, et du coup on arrive à qu'il n'y ait pas de différence au niveau du rendement, malgré un plus au niveau de la tubérisation. Donc ça veut dire que les tubercules étaient plus petits, et on n'a pas réussi à faire grossir et à emmener tout ça. Alors après, depuis qu'on a fait un peu la synthèse avec Guillaume et Maxime des essais, t'as vu l'obtenteur, et tu disais qu'avec une végétation comme ça, vous auriez peut-être pu laisser encore un peu. Ouais, déjà le technicien disait donc la végétation de droite, oui évidemment, même la végétation de gauche pour lui. Alors nous, on n'y connaît rien en industrie, c'est que la 2e année qu'on fait des Marquies, donc voilà. Et il dit ça pouvait encore y aller, quoi. Bon, on est arrivé fin septembre, nous on avait aussi envie, on n'a pas l'habitude, on n'a pas de sang flamand, n'est-ce pas, messieurs? Et donc au 15 octobre, ça commence déjà à être tard pour arracher des patates chez nous. Donc du coup, on a défané, certainement à tort. Il m'a dit, oui, la première plantée, c'est Marquies, la dernière arrachée, c'est Marquies. Donc, on a bien fini par Marquies pour arracher, mais a priori, on n'est pas allé assez loin. Donc, ça, c'est la première chose.
Et la deuxième, si on estime qu'il y a une dose, on va dire adéquate, on a bien vu qu'en 2022, quand on en avait mis, alors c'était vraiment extrême, on a mis 40 litres par passage. Enfin, c'était plutôt contre-productif en fait. Donc, si on se dit, il y a une dose, peut-être la bonne dose, c'est ce que Maxime a mis l'année dernière, 40, 50 litres. Alors à ce moment-là, il faut peut-être faire le raisonnement inverse et se dire, bon voilà, si c'est fin septembre ou 5-10 octobre, si on est un peu plus joueur, où on défane notre Marquez, tac, on revient en arrière, et puis on doit mettre 5 litres toutes les semaines, et puis en gros, on démarre au mois d'août. Voilà, et peut-être qu'on aurait un résultat différent. Ouais. Une des réflexions, c'est de se dire, peut-être comme on a accéléré le cycle, qu'il y avait plus de tubercules, on a peut-être, pour moi, ça me fait un peu l'image d'un sportif de haut niveau qu'on dope. Du coup, on a dopé la pomme de terre, et sauf qu'à 40 ans, il meurt d'une crise cardiaque, et là, ça fait un peu ça. La pomme de terre, on a accéléré son cycle, on a réussi à la faire tubériser un peu plus, mais du coup, elle a plus l'énergie en fin de cycle pour faire grossir tout le monde. Et il y a peut-être un stade de positionnement à se dire, on attend que la tubérisation soit finie, et après, on accompagne tous les tubercules qui sont présents jusqu'au bout. En tout cas, c'est la conclusion. Et il y a un dernier essai qui n'a pas été fait cette fois chez Guillaume. Il a été fait chez Grégoire Lotte, qui est un agriculteur à côté de Compiègne. Donc, c'était sur une variété voyageur. Il a pareil comparé climax en végétation par rapport à ce qu'il fait classiquement. Donc, il est aussi avec une stratégie de couverts végétaux et en TCS, pardon. Et donc lui, il a fait 5 applications avec 4 à 5 litres de climax en végétation. Et il a eu le produit à partir du mois de juin. Donc du coup, il n'a pas démarré tout de suite en début de cycle, même si c'est des pommes de terre qui ont été plantées assez tardivement. Donc c'est pas moi qui ai fait les mesures, c'est Grégoire. Donc j'ai pas l'info sur le nombre de tiges. Et il a fait une mesure, donc c'est vraiment des résultats à relativiser et à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, ça donne quand même des tendances. Du coup, on voit cette fois, il n'y a pas eu spécialement d'effet sur la tubérisation, mais comme je vous ai dit, il a démarré assez tard les applications autour du 15 juin. Il a fait 5 passages avec des petites doses, et par contre, on voit qu'il y a quand même un effet. Alors quand on regarde, là, vous avez les photos par calibre, on voit qu'il y a quand même un impact sur la taille des calibres et du coup sur le rendement. Alors les chiffres, je les ai mis, mais c'est à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une tendance. Et quand on regarde les photos, c'est assez marqué. On peut pas affirmer qu'on va faire 10 tonnes de plus avec le climax, mais par contre, ça semble être un produit intéressant pour accompagner la plante. Mais je trouve intéressant au moins d'avoir les chiffres, même si l'essai, on peut pas analyser blanc pour blanc. C'est les Colombas, non, c'est pas ça? Non, c'était Voyageur. Ah, Voyageur. En tout cas, ça donne la tendance et c'était intéressant d'avoir ce retour d'expérience, même s'il manque des données pour vraiment analyser finement le compte rendu, la pertinence de l'essai. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça confirme un peu ce qu'on pressentait en se disant, il y a peut-être une dose. Là, on a accompagné la végétation, on en a mis avec parcimonie et pas sur tout le cycle, et du coup, on n'a peut-être pas amputer le potentiel de rendement, on a plutôt accompagné. Et je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il faut le voir, le positionner, en se disant c'est un produit qui est bien pour accompagner la nutrition, mais il faut pas en abuser, il faut pas en mettre de trop, parce que ça peut être contre-productif. Donc du coup, on finit un peu ces 2 années d'expérimentation en se disant il y a encore des positionnements, et c'est ce qu'on voit. On avait été l'année dernière à une présentation sur des acides aminés. Et du coup, on avait vu déjà qu'il y avait, selon les positionnements, tu pourrais présenter mieux que moi les résultats, mais moi, ce que j'avais retenu, c'est que selon la date où on avait positionné, et selon les variétés, et selon surtout le cycle, si on est sur une chair ferme ou sur une conso, il y a vraiment à trouver le bon positionnement, et c'est pas aussi simple que se dire on met 5 litres à chaque passage et ça va bien se passer. Il y a vraiment, en fonction des objectifs et en fonction de la variété, des choses à revoir, à se positionner. Et donc c'était un peu les conclusions que j'avais et le bilan qu'on pouvait faire des essais. On a l'impression que dans la butte, il y a quand même des choses qui se passent. Après, c'est à revalider. Et la dose, peut-être comme l'a dit Amandine, la variété, à voir comment ça peut se positionner. Et après, on s'est vraiment posé des questions sur la dose, sur le positionnement. Et donc, du coup, par exemple, ce que Grégoire il a mis en évidence, c'est qu'il y a peut-être un effet dose, et le fait d'en mettre de temps en temps
par parcimonie, ça peut être intéressant. Il y a déjà le système de culture dans lequel la pomme de terre a été implantée. Où on en est au niveau du fonctionnement du sol. L'azote, est-ce qu'on a apporté, enfin la dose qu'on a apportée, ça vient la potentialiser ou pas. Et je pense que moi, il y a quand même une piste qui, en tout cas, qui est dans ma tête et que j'aimerais bien tester. Et je commence à l'avoir validé sur d'autres cultures. Je pense qu'il faut mettre un peu de tout le temps. Enfin, c'est de se dire, bah là, on a eu une approche un peu réductrice en se disant, bah on a le climax, on en met toute la campagne et puis on voit comment ça se passe. C'est un peu comme pour nous, si on mange que des pâtes, même si elles sont très bonnes chez Guillaume, on risque d'avoir des carences. Donc du coup, il faut un peu de tout le temps. Et peut-être qu'il y a une succession et de se dire, premier passage du climax, deuxième passage des acides aminés, troisième passage du climax, et trouver un système de culture plus que d'avoir un raisonnement où là on a eu une approche où on se dit on teste le produit et on le met tout le temps puis on voit comment ça réagit. Et pour moi, la piste pour l'année prochaine, c'est d'avoir une alternance et une succession dans le système.